fait, le bien-être à la base est des politiques. Parce que tout est politique. L'intime est politique. Tout est politique. Notre premier outil, c'est nous. Mais on ne le travaille jamais. Et qu'est-ce que ça raconte de notre société? Est-ce que par hasard, nous ne vivrions pas dans un système capitaliste et qui, du coup, a quand même des conséquences sur le bien-être des personnes au travail? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ce podcast il va être un petit peu particulier puisqu'on va ouvertement parler politique et politisation du bien-être. Politique, ça va être même plus loin que ça puisque c'est presque métapolitique. On va pas parler de parti, sauf moi où je vais vous en parler un petit peu dans quelques instants. On va pas parler de pour qui on vote, etc. Mais on va parler de politique dans le bien-être, de politique dans nos vies en général et dans la santé mentale de nos clients et nos clientes qui viennent nous voir. Ça peut être un podcast qui va créer quelques dissonances cognitives chez vous. Qu'est-ce que c'est une dissonance cognitive? Ça va être un bug interne, c'est quand vous entendez quelque chose qui va à l'encontre de vos propres croyances et que ça crée un bug chez vous. Il y a plusieurs façons de résoudre une dissonance cognitive, on en parlera dans un autre podcast. Mais en tout cas, si ça vous arrive, si vous êtes énervé pendant le podcast, s'il y a des trucs qui vous paraissent pas justes, etc., c'est tout à fait normal et c'est tout à fait ok, une grande phrase d'hypno. Donc il n'y a pas de souci avec ça, vous prenez juste ce qui est intéressant pour vous, ce que vous sentez que vous avez besoin d'aller creuser un petit peu. Donc, encore une fois, je mettrai dans les notes beaucoup de références pour aller creuser un petit peu plus. Et moi, je vais profiter de ce podcast pour faire un aparté sur la situation actuelle. Un aparté qui m'a demandé bien 3 jours de réflexion, surtout parce que je ne savais pas si c'était vraiment le lieu pour se positionner, ce podcast, si rien que le fait de se positionner sur la situation actuelle, et notamment sur les prochaines élections législatives, est-ce que c'est le lieu finalement ? Est-ce que c'est à nous, entrepreneurs dans le bien-être, alors mini-entrepreneurs, hein, on s'entend, mini-entrepreneurs dans le bien-être, est-ce que c'est à nous de parler de ça ? Est-ce que c'est à nous de donner nos convictions ? Est-ce qu'il y aurait des conséquences négatives à ça ? Eh bien, je ne sais pas. Et c'est pas sans flipper que je vais en parler. Mais je crois que pour pouvoir me regarder dans une glace et me dire que j'ai pas rien fait dans cette période, j'ai besoin de me positionner moi sur mon propre podcast. Si vous voulez passer cet extrait, je vous pardonnerai. Je trouve qu'actuellement on est dans une période qui est plutôt fragile. On est le 13 juin quand j'enregistre là. L'Assemblée nationale a été dissoute dimanche soir. Et le risque d'avoir un premier ministre ou une première ministre qui serait raciste, misogyne, antisémite et compagnie est plutôt grand. Et comme je vous disais, je crois que dans ces moments-là, en tant que, citoyenne ou humaine, faut prendre position, qu'on ait une petite audience comme la mienne ou une plus grosse. C'était pas facile de voir qu'il y a personne qui prend position, en tout cas dans ma bulle cognitive personnelle sur Facebook et compagnie. Il y a pas beaucoup de monde, j'ai vu personne, prendre une position très très claire là-dessus. Donc ça n'aide pas à se dire mais faut-il que je le fasse ou je le fais pas ou je suis en train de faire une grosse connerie. Mais moi ça me paraît important parce que la politique par définition va décider de beaucoup de choses dans nos vies. Notamment, ça va avoir une grosse influence sur la santé mentale et comme me disait Jean dans un commentaire qu'il a mis sur un post que j'avais mis qui était « Pour vous, est-ce que la politique a sa place dans nos métiers ?» La politique va donner la définition de la santé mentale. Donc peut-être que vous, ça va pas vous toucher directement. Peut-être que la politique, les choix politiques, peut-être que vous êtes dans cette idée, comme moi je l'ai été pendant un temps, c'est Jean, c'est Pierre, c'est Paul, c'est Jacques, c'est pareil en fait. Ça part une influence de dingue sur notre vie. Je crois qu'on peut pas plus se tromper en fait, ou alors si on pense ça, où on est, c'est un peu ce que j'ai vu qui était plutôt juste où on est très inconscient, où on est très privilégié. Et donc en prenant une position différente de ça, si vous pensez que ça n'a pas d'influence, peut-être prendre une position méta sur nos clientes, sur nos clients, sur ceux qui sont et celles qui sont issus de minorités, qui viennent nous voir, qui ne vont pas bien et qui vivent dans la violence tous les jours, qui n'ont peut-être pas le droit d'aimer quelqu'un sans se faire insulter, qui n'ont peut-être pas le droit de sortir dans la rue en sécurité, ou pas la possibilité de sortir dans la rue en sécurité sans se faire insulter, draguer ou sans avoir peur, ou qui ne peuvent pas rentrer chez elles sans prendre des coups. Donc je pense qu'il faut penser à ces personnes-là qui n'ont peut-être pas nos privilèges et se demander si nous, on peut faire notre travail d'accompagnant vraiment à fond, si on est dans une société qui va aggraver le mal et qui aura un gouvernement qui va peut-être ne pas permettre la sécurité. Donc c'est pour ça que je rappelle des petites choses, mais le RN qui nous fait un gros storytelling, un joli storytelling pour nous rappeler que non, ce n'est plus le FN, que non, ils ne sont plus antisémites. On n'a pas oublié en fait, on n'oublie pas que ce parti il est constitué sur les cendres du nazisme avec un ancien SS comme Pierre Bousquet.
On n'oublie pas que le RN, c'est des votes contre l'avortement, contre la Convention d'Istanbul, qui lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. C'est aussi des votes contre la réduction des écarts salariaux. Et ça, c'est qu'une partie de leur joli palmarès au Parlement européen, c'est que la partie qui concerne les femmes et la santé mentale, physique et émotionnelle des femmes. Donc partant de ce principe-là, ça va être très difficile d'accompagner ces mêmes femmes à ce qu'elles aillent mieux si on est gouverné par ce genre de personnes. Voilà pour mon avis. C'est pour ça que je vous invite à aller voter le 30 juin et le 7 juillet, c'est important. Je mets en doc les ressources dont là je parle, donc toutes les docs qui pourraient être intéressantes pour vous si vous avez envie d'aller voir de votre côté et d'aller voir les sources, quoi. Je vous mets aussi comment faire une procuration pour ceux et celles qui ne pourraient pas voter en personne. Passons au podcast maintenant. Donc il y aura aussi beaucoup de ressources dans la fiche résumée du podcast que je mets dans la description du podcast. Et donc aujourd'hui je reçois Elsa Couteillé. Et si on vous mettait au défi, comme Elsa va le proposer dans le podcast, de trouver une problématique que vous avez accompagnée récemment. Une personne que vous avez accompagnée récemment, mais qui aurait une problématique qui n'est ni liée au patriarcat, ni liée au colonialisme, ni liée au capitalisme. Est-ce que vous le pourriez? Qui n'a aucun lien avec ces trois concepts-là. De par l'histoire de nos outils d'accompagnement, on est très très centré sur l'humain et sa propre responsabilité. En réaction à la psychanalyse et au behaviorisme, la psychologie humaniste s'est érigée sur des postulats comme l'autodétermination, chaque être humain est unique, a toutes les capacités d'être autonome, de se développer, de réaliser son plein potentiel, a toutes les ressources en soi. Ça, normalement, vous connaissez, on le répète quand même pas mal en PNL, hypnose. De la psychologie humaniste sont nées des approches comme la PNL, le coaching en développement personnel ou encore l'hypnose ericksonienne. Ça, c'est dans les années 60. Et ça s'explique très bien à ce moment-là. Ça s'explique très bien qui est la troisième voie, la psychologie humaniste, parce qu'à ce moment-là, il y a une battle entre les psychanalystes où l'humain il est vu comme plein de pulsions négatives, avec un fond qui est pas joli, où il faut mettre du surmoi pour que ces pulsions ne sortent pas. Et de l'autre côté, c'est le behaviorisme qui lui met l'accent à fond sur les comportements. Là, on retrouvera des gens comme Pavlov. Donc à ce moment-là, qu'il y ait la psychologie humaniste qui se crée, c'est top. Mais 60 ans plus tard, dans une société capitaliste, franchement patriarcale, colonialiste, est-ce que c'est encore d'actualité de tout faire porter sur l'individu? Son changement, son bien-être, est-ce que c'est sa seule responsabilité? Est-ce que laisser, comme le dit Elsa, la société en dehors de nos cabinets, c'est vraiment logique? Et bien c'est ce qu'on va voir avec Elsa Couteillé, qui milite pour une politisation du bien-être. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Hello Elsa et bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté de bien vouloir nous consacrer du temps. Hello Anna, écoute, avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Alors, on va discuter avec toi de plein de choses dont j'ai pas l'habitude de parler dans le podcast. On va sûrement partir en freestyle dans tous les sens parce que toi tu m'as dit que tu as tendance à beaucoup parler. Fabrique. C'est ça. Et moi j'ai tendance à beaucoup vouloir avoir d'infos. Donc, nickel. Ça va bien. Et on va parler avec toi de politiser l'accompagnement et plus généralement le bien-être. Et donc pour ça, écoute, je vais te laisser te présenter. Question difficile du début. Ouais, question difficile du début, mais qui est hyper importante. Savoir d'où tu parles. Voilà, exactement. C'est situer en fait sa parole, donc situer d'où je parle. Donc oui, moi c'est Elsa Couteillé. Donc moi je suis une femme blanche. Je le dis surtout parce que on ne voit pas, quoi. Donc voilà, je suis une femme blanche, cisgenre, valide. J'ai 35 ans, j'habite en région parisienne. Je suis dans un couple hétérosexuel avec un homme blanc cisgenre. Je suis issue d'une famille ayant été victime de violences intrafamiliales et patriarcales. Ça aussi, je le précise parce que c'est hyper important. Souvent, on me décrit comme quelqu'un d'intense, comme quelqu'un de vénère. Je suis aussi une usine à questions, c'est-à-dire que un peu comme les artistes qui n'ont jamais arrêté de dessiner, moi, j'ai jamais arrêté de poser des questions. Je suis bilingue en émotions. On me décrit aussi souvent comme la reine des punchlines. Mes mots préférés sont souvent cool et fuck. Et à la toute base, en fait, moi, je viens du monde de la communication et des médias. Donc, moi, je suis une ex-communicante. Et je suis intervenante professionnelle à l'université depuis 8 ans maintenant pour des étudiants et des étudiantes en master communication en personal branding. Voilà, j'ai vraiment ce pilier-là qui est encore très actif dans mon activité. Je suis payée pour accompagner depuis 2017. Je dis que je suis payée pour accompagner depuis 2017 parce que j'étais accompagnante en fait bien avant en fait 2017. Mais en tout cas, 2017, c'est la date à laquelle en fait je me suis installée en tant que praticienne en hypnose, puisque je me suis formée en hypnose ericksonienne
à la toute base en 2016 à l'Arche, à Paris. Depuis, je me suis formée à d'autres outils, toujours autour des émotions. Voilà, moi, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important. Et en 2020, j'ai créé mon podcast Accompagnante pour les professionnels de l'accompagnement et du changement. Et depuis 2022, je me forme auprès de Selma Sardouk et Anne Favier au sein de l'espace de la pilule rouge. Alors, la pilule rouge, c'est quoi? C'est un espace en fait de formation pour les accompagnants et les accompagnantes qui veulent décoloniser leur pratique d'accompagnement. Donc, ça, c'est toujours en cours. C'est depuis 2022 et c'est toujours en cours. Et en 2023, je me suis formée aussi auprès de Anne Van Hift Morel à l'animation en fait d'ateliers d'autodéfense autodéfense mentale, émotionnelle, verbale, intellectuelle et physique. Déjà, je pense que ça donne pas mal une petite couleur voilà, à mon Une accompagnement. bonne base. Mais en gros, voilà, comme je disais, moi, je me décris comme une accompagnante surtout vénère qui veut changer le monde. On va dire, là, je pose ça là. Vraiment, moi, le pourquoi du comment en fait de l'accompagnement, c'est vraiment en fait cette perspective de transformation en fait sociale et sociétale. Et donc, par conséquent, je vibre en fait pour un accompagnement et un bien-être révolutionnaire, individuel et collectif. Voilà, ça, c'est vraiment mon ADN. Et je souhaite accompagner tous mes accompagnés. Alors, quand je dis tous mes accompagnés, j'ai différents on va dire, types de clients et clientes, des particulières, des particuliers, des pros de l'accompagnement, des entrepreneurs, des structures en fait aussi. Mais en gros, le point commun, c'est vraiment mon envie en fait de les aider à se soustraire en fait à tout type d'injonction, à tout type de domination et à leurs effets. Et donc, l'idée, c'est vraiment de les aider à naviguer en fait, avec les systèmes d'oppression de notre société et de leur permettre de kiffer leur vibe, de kiffer leur vie pleinement. Ça, c'est vraiment très, très important pour moi. Et j'aspire donc aussi dans mes séances, dans tous mes accompagnements, à favoriser en fait l'esprit critique, à favoriser en fait aussi une sorte d'autonomie dans l'interdépendance, dans la reliance. Et bien évidemment, à la jouissance en fait de nos corps, de nos émotions et de nos vies. En gros résumé, je suis une prêtresse en fait de l'émancipation et de l'autodétermination. Voilà, c'est Ok. vraiment deux mots-clés hyper importants. Et je suis féministe. C'est ça, si c'était pas clair depuis tout à l'heure, je suis féministe. Ma pratique, en fait, elle est vraiment dans une dynamique en fait décoloniale, dépatriarcale et décapitaliste. Donc voilà, trois grands mots-clés aussi. Et pour cela, en fait, moi, j'intègre les dimensions en fait personnelles, individuelles, sociales, collectives et sociétales en fait dans mes accompagnements pour vraiment offrir une approche complète, intégrative et engagée en fait à mes accompagnés. Voilà, ça c'est vraiment toute la couleur de mon accompagnement. Et souvent, mes emojis préférés, c'est la flamme, les étincelles et le micro. Ok, c'est bien parce que tu as passé du coup en revue tous les sujets qu'on va pouvoir approfondir Voilà, comme ça. Tu as fait le sommaire, c'est c'était parfait. un peu une bande-annonce, voilà. Mais c'est important pour que les personnes se disent, OK, en fait, il y a tout ça. Je suis pas du tout qu'au niveau des outils. Il y a Mhm. vraiment, en fait, avant même tous les outils, il y a ça, tout ce dont je viens de parler, tous ces mots-clés. En fait, c'est vraiment mes premiers outils. Et après, bien sûr, il y a l'hypnose, bien sûr, il y a en fait la libération somatique, bien évidemment, il y a le corps, il y a la remise en mouvement, il y a l'autodéfense. Mais en fait, voilà, tout ça, viennent en fait dans cette couleur-là, quoi. Je repars en arrière. Toi, pourquoi tu as décidé de passer de la com à l'hypnose? C'était, comme tu disais, pour changer le monde à un autre niveau, Ouais. ailleurs ou... Ouais, Alors, à l'époque, c'était pas du tout aussi clair, hein. Ça met ouais. du temps, en fait. Tous les messages clés que je viens de poser, on peut se dire, ouais, c'est clair, c'est évident. Ça met des années, en fait, à processer, en fait, tout ça. Moi, au tout début, dans ce switch, en fait, entre 2016 et 2017, moi, j'étais dans le monde de la communication, des médias, et je sentais bien que j'avais plein de capacités. Vraiment, voilà, c'est peut-être, pour certaines personnes, ils vont se dire, voilà, c'est pas humble, tu vois, de dire ça, mais en fait, fuck que la fausse humilité. Dès à cette époque-là, en fait, vraiment, je sentais que j'avais plein de capacités, plein de possibles, mais que c'était pas au bon endroit. C'était pas au service, en fait, d'un truc qui faisait sens, que ce soit pour moi, mais aussi, en fait, dans une dynamique beaucoup plus globale. Et donc, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, j'ai eu, du coup, énormément, en fait, de questionnements, et donc, je suis allée en thérapie, un chemin classique, hein, énormément de thérapie. J'en avais déjà fait plus jeune, hein, c'était pas mon premier accompagnement. Et puis là, je me suis dit, mon talent de base, je sais que c'est écouter. On va pas chercher midi à 14 heures, c'est vraiment ça. Et donc, je me suis dit, bah, allez, go. Là, il y a besoin, en fait, d'en faire quelque chose en fait, qui soit dans une certaine justesse. Et donc, je me suis de plus en plus intéressée aux thérapies et j'ai découvert le monde de l'hypnose. Et là, bah, ça a été un coup de foudre, quoi. Mm. Vraiment. Ça a été tout de suite un coup de foudre.
Et c'est là où je suis tombée donc dans le monde de l'accompagnement, le monde de l'hypnose, le monde en fait aussi j'ai envie de dire un monde parallèle. Je pense que toi aussi, formé à l'hypnose, tu vois un peu de quoi je parle, quoi. C'est qu'il y a le monde en fait où on a l'impression qu'on, j'ai envie de dire la puissance des mots, tu vois, aussi la puissance de l'imagination. On est dans un monde éveillé qui peut toujours un petit peu regarder de haut, en fait, le monde onirique, le monde des rêves, le monde, en fait, de l'imaginaire, de l'imagination. Et en fait, quand tu passes, en fait, cette porte-là, quand tu tombes un peu de l'autre côté du miroir, tu commences à te rendre compte, ah, il y a un deuxième monde, en fait. Et là, ce monde-là, vraiment, quand tu commences à y goûter et que tu es sensible, en fait, c'est complètement, en fait, addictif, quoi. Je sais pas si ça te parle, toi, Anna, quand je dis ça comme ça. Je suis pas une passionnée de l'hypnose, donc, Toi, mais t'es pas par une contre, passion d'éditeuse. non, mais ça me parle dans l'accompagnement en général, Ouais, en fait. clairement, Toutes les clairement. connaissances qu'on peut avoir, tout ce dont on va se rendre compte sur nous-mêmes, même sur... Ah, bah, clairement, clairement. Et c'est- puis sur les autres, sur ça, du coup, il y a tout un passage où tu te rends compte en fait de toutes les dynamiques en fait derrière, tes dynamiques individuelles, mais les dynamiques en fait aussi que tu as reçues, que les dynamiques en fait beaucoup bah, justement structurelles, qui sont pas que liées en fait justement à Mm. toi et à ta personne et à ton identité ou à ce que tu as pu vivre. Ah, c'est incroyable en fait la puissance. Voilà, c'est la notion aussi de puissance en fait, de réempuissancement. Moi, il y a à ce moment-là donc je me suis formée, je me suis installée et là c'était vraiment le début d'un réalignement hyper fort en fait pour moi quoi. Mm. J'imagine que ta façon d'accompagner 2017 ou avant 2017, c'est très différent de maintenant. Clairement, clairement. Il y a des saisons, tu sais. Ouais. Il y a en fait, il y a C'est des comme les peintres. saisons. Exactement. La Il y a période des bleue, saisons, période rose. mais c'est exact. Et ça, c'est un truc parfois que justement avec les accompagnants et les accompagnantes que j'accompagne, qui viennent en fait parce que c'est des personnes qui sentent, des professionnels de l'accompagnement, qui sentent à un moment donné qu'il y a des pivots dans leur vie et aussi dans leur vie professionnelle et aussi dans leur pratique, mais qui savent pas le pourquoi du comment. Et il y a besoin en fait d'avoir aussi des caisses de résonance de confiance pour pouvoir accompagner en fait ces saisons, en fait, ces changements de saison-là. Que ça soit au niveau des outils, parce que parfois on a des crises de foi en fait concernant nos propres outils ou la pratique ou en fait qui on est, nos capacités. Il y a aussi des pivots en fait de perso qui influencent sur le pro, mais aussi des pivots du pro qui influencent sur le perso. Donc ouais, moi il y a eu des saisons, il y a eu des gros pivots personnels. Par exemple, moi je suis devenue maman. Moi quand je me suis lancée à la base en accompagnement, j'étais pas du tout maman. Moi je suis maman en fait de deux enfants en bas âge. Ça aussi, ça fait vraiment en fait pivoter ton activité, hein, pivoter en fait ta pratique, ta manière de voir le monde, ta manière en fait de te positionner en fait aussi dans le monde et dans ta pratique. Mais il y a aussi, en fait, comme je disais, des crises de foi. Moi, personnellement, j'ai eu plusieurs crises de foi concernant mes outils, mais concernant plus aussi globalement, à quoi ça sert fondamentalement d'accompagner. Quel est vraiment est mon rôle? Est-ce que vraiment c'est pertinent? Est-ce que ça aide suffisamment? Est-ce que ça aide en fait au bon endroit? Est-ce qu'en fait être en cabinet c'est si pertinent que ça? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de mettre justement ces fameuses capacités dont je parlais en fait encore à un autre endroit, en dehors d'un cabinet, en dehors en fait du monde de l'accompagnement, tu vois? Enfin, il y a vraiment ces questions qui se sont posées. Donc ouais, aujourd'hui, moi, j'accompagne plus du tout comme en 2017. C'est plus du tout, en fait, la même chose, de part, en fait, principalement, de la repolitisation, en fait, de ma pratique, Mm. bien évidemment. On va arriver à la repolitisation tout de suite, mais tu parles de crise de foi et personne n'en a parlé comme ça, et je trouve que c'est hyper juste comme mot. Mm. Et je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que plus on va dans l'esprit critique aussi, et plus la crise de foi, elle peut être importante des fois sur nos outils. Ah, bien sûr, Avec, tu bien vois, tout ce qu'il y a évidemment. sur le New Age, les trucs comme ça, Ah, mais clairement. c'est un enfer. Bah, surtout quand tu vois, parfois, tu peux être très au clair, toi, avec ta pratique, et parfois te dire, non, mais ça ne me concerne pas. Mais justement, quand on pousse l'esprit critique, c'est qu'est-ce que je vois pas, en fait, dans ma pratique, et quand même, que je viens nourrir, en fait, et qui n'est pas OK, qui n'est pas sécure, en fait. Est-ce que j'ai vraiment travaillé ça jusqu'au bout? Tu te rends compte, en fait, au fur et à mesure, parfois aussi de tes propres biais, de tes propres lieux d'impuissance, et même individuels, mais aussi, en fait, au niveau de tes outils. Et ouais, crise de foi, moi, ça a été vraiment ça. Moi, j'ai eu d'abord des crises de foi concernant mes outils. Non, en vrai, toute première fois, j'ai eu crise de foi, bien évidemment, sur moi personnellement, en fait, la légitimité, la pertinence, l'expérience, tout ça. Après, j'ai eu crise de foi sur les outils. Euh, la pertinence de l'outil, est-ce qu'il est vraiment sécure, à quoi il sert vraiment. Et puis après, crise de foi en fait sur l'accompagnement. Vraiment, en général, l'accompagnement, on va dire ma couleur d'accompagnement, mais aussi le quid de l'accompagnement. Et vraiment, en fait, est-ce que vraiment c'est pertinent? Est-ce que ça aide fondamentalement les gens? Et puis, de toute façon, les personnes que tu rencontres, tes accompagnés te challengent énormément là-dessus, hein.
ces crises de foi sont sans fin. Je veux dire, la vie est beaucoup plus créative en fait que nous-mêmes et que la vie en fait t'apporte parfois des accompagnés avec des problématiques qui te plongent dans des crises de foi très très fortes. Et tant mieux parce que c'est comme ça aussi que tu continues à peaufiner en fait ton art. Moi, je parle souvent en fait d'art, tu vois, ton art, tes outils, ta pertinence, et c'est beau, mais il faut s'accrocher. J'ai souvent des personnes qui me disent, ah, j'ai écouté ton podcast, j'adore, du coup ça me donne envie de me former. Super, je me suis inscrite à telle formation, ça y est, moi aussi je vais devenir accompagnante. Moi, j'ai une petite respiration qui se bloque à ce moment-là. Je fais, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je me dis, mais les personnes ne se rendent pas compte en fait du chemin en fait à parcourir et des moments justement de doute, d'incertitude. Et souvent on parle du syndrome de l'imposture, souvent on parle en fait du problème de légitimité, mais j'ai envie de dire, c'est juste la toute Le petite début. partie, c'est tout le début quoi. Après il y a le long cours, vraiment le long cours où vraiment faut vraiment s'accrocher quoi. Comment tu as résolu ces crises-là? Ah, De manière voilà, différente, j'imagine, selon la crise, ah mais ouais, ah, j'ai tout essayé. Je suis une experte en crise 2 fois. J'ai une éducation au labeur. Donc moi, je peux avoir vraiment ce côté très besogneux, très scolaire, où j'étudie énormément. Je vais lire en fait tous les livres. Je vais vraiment en fait essayer de me former. Je vais aller faire plein de formations. J'ai un côté voilà très très scolaire qui peut s'activer en fait dans ces moments-là, à la recherche d'une solution, à la recherche d'un outil, à la recherche ça. J'ai essayé ça. Ça peut aider, mais ça ne résout pas tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de croire à la chance et puis tu sais à l'univers en me disant de toute façon ça va se résoudre de soi-même hein, avec l'expérience, le temps, mettre un petit mouchoir dessus, ça va loi passer quoi. d'attraction. Écoute, loi Voilà, loi d'attraction, d'attraction, je veux si j'y manifester que crois, ça va, voilà, voilà, ça va aller, faut rester positif, c'est ça. l'optimisme. Et ça peut marcher, hein, ça, il y a voilà des petits bouts qui fonctionnent comme ça. J'ai essayé quoi d'autre? Bien évidemment, bah, tout ce qui est lié à l'accompagnement. Moi, je me fais énormément accompagner. Je me suis fait énormément accompagner. Je me fais encore aujourd'hui énormément accompagner. Moi, j'ai vraiment une équipe en fait tout autour de moi. J'ai des espaces. J'ai énormément d'espaces aussi individuels et collectifs du coup pour soutenir. Ça, c'est vraiment essentiel. Mais tu vois, il y a eu aussi une transition dans les types d'accompagnement vers les personnes ou les collectifs vers lesquels en fait je me suis tournée. À un moment donné, j'allais vers des mentors ou des anciens formateurs, formatrices. Ça me paraissait en fait logique. C'est des personnes en fait qui me formaient. On venait en fait quelque part de la même lignée dans l'accompagnement. Ils voyaient en fait de mon background puisqu'on avait le même. Je remettais pas vraiment ça en cause et donc j'allais vers cette personne-là. Pareil, ça a aidé en fait un certain temps, mais à un moment donné, en fait, vraiment, quand j'ai eu ma grosse crise de foi, en fait, par exemple, concernant l'hypnose, ça m'a pas forcément aidé d'aller voir en fait vers des personnes en fait qui étaient formées à l'hypnose. Et puis même par rapport à quand j'étais dans ma crise de foi concernant l'accompagnement, pareil, ça m'a pas aidé d'aller voir en fait des personnes qui n'avaient pas justement été creusées du côté peut-être par exemple de la repolitisation du bien-être. Et que ça m'a beaucoup plus aidé d'aller vers des personnes qui avaient fait ce chemin, de plonger en elles concernant leurs valeurs, concernant l'idée en fait d'arrêter d'être neutre dans l'accompagnement, d'avoir plutôt en fait une conscience en fait du rôle social en fait des accompagnants et des accompagnantes. Et c'est d'aller vers ces personnes-là qui a permis en fait de résoudre en fait certaines problématiques, certains doutes et de me remettre en mouvement. Donc voilà, c'est l'accompagnement oui, mais pas n'importe lequel non plus. C'est Ouais, voilà. on dirait que tu es sorti d'une espèce de bulle cognitive qu'on a tous, tu vois, dans le de voir tout le temps en fait les mêmes choses dans Ouais. l'hypnose, etc. et de la même façon d'accompagner pour élargir Ah ouais. et avoir un côté qu'on va beaucoup aborder, je pense, parce qu'on l'aborde très peu, notamment du fait même, je pense, de l'hypnose et du coaching et du dev perso, qui est sur une hyper responsabilisation de l'individu, Mm. de la société en général pour le coup actuellement. Et toi, tu es sorti de ça pour ramener du contexte, j'ai l'impression. Ramener du contexte Exactement. sociétal, du contexte d'histoire, quand tu parles de Exactement. décolonisation, de choses comme ça. Mm. C'est intéressant parce que tu vois, il y a eu un switch en fait à un moment donné. C'est intéressant quand tu parles de réélargissement. C'est vraiment ça parce que quand je parlais d'accompagnement, c'est bien évidemment des accompagnements payés, mais c'était peut-être aussi des interventions que j'avais mis en place, tu vois, Mm. avec des collègues. Et ça aussi, il y a Mhm. eu un switch dans les collègues en fait, mes collègues avec qui en fait je pouvais vraiment évoluer. Et puis à un moment donné, j'ai dû dire au revoir, quoi. Merci, mais non merci. Il va falloir en fait que j'aille ailleurs parce que là, nos chemins ne peuvent plus en fait se croiser, quoi. Il y a besoin que moi, je prenne une bifurcation. Et ça, vraiment, ce que tu viens de dire, ce truc-là, j'ai un souvenir très précis d'un moment en intervision où j'étais avec plusieurs collègues
Et j'ai vraiment, justement, crise de foi qui était amenée par une personne, en fait, en accompagnement dans mon cabinet. Donc, j'en parlais à mes collègues. Et là, je disais, mais en fait, je pense qu'il y a un truc qui va pas. Il faut qu'on dézoome. Là, il faut qu'on aille voir beaucoup plus largement, en fait, ce qui se passe, en fait, dans la vie de cette personne-là. Il faut aborder, en fait, ces questions-là, en fait, en séance. Non, mais Elsa, c'est bon, tu vas pas faire de la politique en séance. Non, mais je dis, mais si, parce que la société, en fait, elle est dans nos cabinets. Il faudrait travailler avec la société, en fait, dans nos cabinets. Et là, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? La société, tu vas pas l'amener dans ton cabinet? Bah, bien sûr que si, quoi. Tu vois, il y a eu ce switch-là. Quand on parle, en fait, quand tu de ramener du contexte, le contexte, il est là. Qu'on le veuille ou non, en fait, il est déjà là. C'est pas que je l'amène en séance, c'est qu'à un moment donné, j'accepte juste de lui faire vraiment une place. Tu as les personnes qui arrivent. De toute façon, on le sent bien quand il y a une personne qui arrive dans notre cabinet. Déjà, d'une, elle n'est pas toute seule. Tu as minimum 40 en fait, personnes à l'intérieur d'elles-mêmes qui vont venir en fait, prendre le micro et qui, en séance, et qui vont te raconter des trucs différents en séance. Une seule personne, tu as minimum 40 voix, j'ai envie de dire, en fait, tu vas travailler sur tout l'accompagnement avec une quarantaine en fait, de facettes d'elle-même. Pour moi, c'est vraiment à la louche que je dis ça, mais c'est pour donner en fait, un petit peu la saveur de ce que je veux faire ressentir aux personnes qui nous écoutent. Et ensuite, la société, elle est là, en fait, que tu le veuilles ou non. Et avant, on la faisait rentrer, mais on la mettait un peu sur le pied de la porte, quoi. Genre, bon, tu restes là-bas, on va se focaliser sur la personne. Qu'est-ce que ça raconte de vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment vous avez appris ça? Ah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? À la limite, tu vas peut-être un petit peu regarder du côté de son contexte familial, tu vois. Ah bah pour Et les tu vas régressions. regarder, voilà, pour les régressions, voilà, bien évidemment, puisque tout se passe dans l'enfance, hein. Bref. Mais en gros, tu vas peut-être aussi un petit peu aller du côté du professionnel si en plus c'est une personne qui vient sur des dynamiques pro, par exemple épuisement au travail ou harcèlement en fait, au travail, des choses comme ça. Donc tu vas regarder peut-être un petit peu le contexte familial et peut-être un petit peu le contexte professionnel. Mais les gars et les meufs, en fait, vous avez juste besoin de regarder du côté de la porte là où vous avez laissé la société. En fait, c'est juste des questions d'après. En fait, il faut aller juste le cran en fait derrière. C'est que les dynamiques familiales, elles s'inscrivent dans des dynamiques beaucoup plus larges, qui a en fait un contexte social, sociétal aussi, de comment en fait la société voit l'éducation aujourd'hui. Et la voyez en fait hier, aujourd'hui et demain. Le monde du travail en fait est conditionné par rapport à un système socio-économique. Pas juste le système du travail, une entreprise, la seule qui est sur une île déserte et qui fait vivre ça en fait à ses employés. Il y a un contexte culturel de comment on travaille en fait aujourd'hui en 2024 ou comment on travaillait à une autre époque. Et tout ça, en fait, ça fait partie de la dynamique individuelle de la personne, mais on va venir réallergir en fait le champ des questions et des explorations. On va amener du contexte beaucoup plus large. Et puis, bien évidemment, c'est cette société qu'on accueille. Donc, c'est moi aujourd'hui, pour résumer, souvent je dis, bien évidemment, je questionne toujours qu'est-ce que ça raconte de la personne. Mais ce que je rajoute tout de suite en fait quand questionnement derrière, c'est mais qu'est-ce que ça raconte en fait de notre société? Quand la personne, elle vient avec une certaine problématique, moi, je me demande toujours, je suis toujours dans une dynamique, ok, qu'est-ce que ça raconte d'elle, mais qu'est-ce que ça raconte en fait dans les différents groupes socioculturels dans lesquels elle a navigué, mais aussi dans la société dans laquelle nous vivons. Qu'est-ce que ça raconte quand tu as une personne qui est sujette, par exemple, un stress, un surmenage en fait au travail, bien sûr, je peux me demander qu'est-ce que ça raconte d'elle, de son vécu, de qu'est-ce qu'elle a vécu des choses auparavant, mais aussi structurellement, comment en fait va sa société, quelle est la culture en fait de l'entreprise par rapport à la charge de travail, par rapport, c'est pas au télétravail, et c'est aussi même dans une dynamique à nouveau j'élargis, beaucoup plus globale de la société, de la systémie. Et qu'est-ce que ça raconte de notre société? Est-ce que par hasard, nous ne vivrions pas dans un système capitaliste et qui, du coup, a quand même des conséquences sur le bien-être des personnes au travail? Ce n'est pas complètement hors sol de poser ce genre de questions-là. Déjà, en fait, soi-même, en tant qu'accompagnant et accompagnante, d'avoir ça en fait en tête, ça permet d'avoir en fait une justesse dans l'accompagnement qui est hyper puissante. Je sais pas si c'est clair quand je dis des choses comme C'est ça hyper pour toi. clair. Enfin, pour moi, j'espère pour ceux qui écoutent aussi. Je relis ça au risque de pas explorer cette partie-là. Ça pourrait être Exactement. aussi de créer la suradaptation chez l'individu, Exactement. alors que le problème, en fait, ne vient pas de lui, mais vient du système dans lequel il ou elle est. Et donc, souvent, je pense que, moi, en tout cas, au début de pratique, je suis sûre que je l'ai fait, de la surresponsabilisation de l'individu, c'est-à-dire, bah oui, en effet, vous n'êtes pas bien dans votre entreprise, et bah, comment on peut s'adapter encore plus Oui, pour répondre encore plus aux exigences d'un truc qui est malade. exactement. Exactement. Et donc là, on voit en fait que finalement, les accompagnants et les accompagnantes se sont formés, ont choisi une forme de reconversion, en tout cas un chemin vers l'accompagnement pour aider les personnes. Et en fait, tu finis par simplement nourrir le système, venir en fait réparer des personnes qui sont bousillées par le système et leur dire
voilà, maintenant vous allez pouvoir retourner comme si de rien n'était, puisque vous êtes à nouveau productif ou productive. Et donc tu es en train en fait de perpétuer des violences. Et donc clairement, en fait, finalement, tu te mets à participer à des oppressions qui sont systémiques, quoi. Et je pense vraiment pas que la majorité des personnes qui nous écoutent là en ce moment ont fait ce choix d'accompagner pour pouvoir nourrir le système, quoi. Donc là, il y a besoin, en fait, dans nos pratiques, de remettre du contexte, parce qu'en effet, comme tu l'as très bien dit, ça peut passer directement par des questionnements où, en fait, avant, tu les passais aux angles morts. Tu les voyais pas, tu ne venais pas, en fait, poser ce genre de questions-là, tu ne venais pas rebondir sur certains éléments. Et ça manque, parce que par conséquent, il y a des non-dits, il y a des choses qui sont silenciées, alors qu'elles sont hyper pertinentes pour redonner, en fait, justement, de la puissance, de l'émancipation, de l'autodétermination à la personne, et puis qu'elle-même, après, elle puisse, comme elle veut, quand elle est disponible, quand c'est le bon moment pour elle, venir peut-être questionner, en fait, aussi des choses à son tour. Mais parce qu'elle a pu retrouver dans un espace sécure un lieu où elle était vue dans son ensemble. Quelque part, l'accompagnement, s'il est non politisé, l'accompagnement qui se dit neutre, il peut être violent. Si je dis tout ça, c'est parce que il y a cette hyper responsabilité, mais il y a aussi cette notion que parfois les personnes elles me disent oui, mais du coup, ça veut dire quoi que les personnes qu'on accompagne, elles sont pas du tout responsables. Alors non, moi, quand j'accompagne, je dis tout le temps en fait à mes accompagnés, il y a bien évidemment toujours une part de leur responsabilité, une part de leur zone d'action, d'aptitude, de capacité et de choix. Mais cette zone-là, elle est aussi influencée quand même par un contexte beaucoup plus global. Et donc, il y a besoin de faire un double travail. On va faire un travail au niveau de la responsabilité des personnes, mais aussi on va faire aussi un travail sur quelle est la responsabilité en fait de la société, quoi. Ces notions de justesse et de justice aussi. Tu vois, c'est les deux en même temps. Je vais partir dans les définitions là. On a parlé de la société en général. Toi, plus spécifiquement au début, tu m'as parlé de décolonisation, de Oui, dépatriarcalisation oui, et de décapitalisation. oui, Donc j'ai l'impression que c'est les trois grands ouais. C'est piliers le sur monstre à lesquels tu trois vas têtes. bosser. Ouais. Ok, dans C'est le cerbère. Ouais. c'est le Cerbère, qui parle de la société du coup. Enfin, moi je ramène Oui, ça à l'idée de la société. Est-ce que tu clairement. peux expliquer, par exemple, si on parle sur la décolonisation, quel est déjà l'impact sur les individus qu'on peut avoir nous dans notre cabinet et qu'est-ce que tu entends par là, comment tu travailles, etc. Alors là, c'est hyper, ça je pourrais te faire en fait une conférence de 3 heures, mais pour Oui. résumer, en fait, la colonialisation, déjà, c'est le principe que on n'est pas forcément dans une société en fait post-colonialisme. C'est faux. Dire que il y a plus de colonies aujourd'hui dans le monde, enfin, je veux dire, là, on est en mai 2024. Je veux dire, il suffit simplement de regarder un tout petit peu ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, un Mm. tout petit peu ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. On n'est pas du tout dans un monde qui est sans colonisation. Donc, il y a toujours de la colonisation en fait qui est en cours, et c'est la colonisation des États, des pays, mais c'est là aussi la colonisation des esprits. Parce que la colonisation, c'est aussi en fait toute une mécanique de hiérarchisation, de dynamique en fait, de pouvoir, de dimension économique. Enfin, tout ça, c'est au niveau des États, mais c'est aussi au niveau des individus. Et donc, quand on parle de décolonisation ou de décolonialité, c'est vraiment l'idée en fait de prendre en compte ces systèmes en fait coloniaux et spécifiquement par rapport à l'accompagnement, par exemple, de regarder aussi dans nos accompagnements, par exemple dans nos outils, on n'est pas dans des outils qui sont avec des lignées coloniales, par exemple, ou d'appropriation culturelle. Typiquement, le yoga. Mm. Le yoga, aujourd'hui, comment il est enseigné, c'est-à-dire comment les accompagnants et les accompagnantes se forment au yoga et l'enseignent, c'est une pratique en fait coloniale. Le yoga, on lui a enlevé toute sa substance en fait spirituelle pour en faire une pratique pseudo-sportive dans des centres dans des centres par exemple de sport où on a vidé l'essence même de ce que c'était. Le yoga n'est pas justement juste une pratique sportive, c'est une pratique avant tout qui vient renforcer une démarche en fait spirituelle. Et ça, en fait, on ne peut pas le retirer du fait que c'est en lien avec une forme de colonisation des pratiques et qu'on vient prendre des outils qui n'appartiennent même pas à notre contexte socioculturel de base. Là, je parle pour des accompagnants et des Mm. accompagnantes eurocentrés. Et pour autant, on va dire, je me suis formée et je pratique l'outil et c'est très bien comme ça et je m'arrête là, quoi. Non, il y a des structures en fait derrière de colonialisme. Il y a aussi de patriarcat, puisque le yoga aujourd'hui, c'est quand même dans le secteur de l'accompagnement une manne financière énorme. Je veux dire, aujourd'hui, en fait, des studios de yoga qui marchent, ça existe. Des marques de vêtements ou des marques de tapis ou des marques qui font des retraites en fait de yoga. Enfin, je veux dire, ça, comment, avec des outils qui ne sont pas les nôtres, on va en fait créer des recherches
des richesses qu'on ne redistribue pas aux communautés dont sont issus en fait les outils. Donc tu vois, ça, je prends le yoga comme exemple, mais tu as la même chose avec la méditation de pleine conscience. Tu as la même chose, par exemple, même avec le MDR. Le MDR, à la base, c'est quand même une pratique qui est liée à la stimulation bilatérale. La stimulation bilatérale, c'est un des outils les plus anciens, en fait, dans le monde de l'accompagnement. Tu regardes les danses ancestrales, tu regardes les accompagnements en fait, ancestraux, il y a de la stimulation bilatérale partout. Et sauf que c'est un outil, quand j'ai outil, c'est la stimulation bilatérale, c'est un outil qui a été étudié, mais du coup, dans un paradigme scientifique eurocentré, et qui est problématique aujourd'hui, mais à la base, on sait que ça fonctionne, les stimulations bilatérales. Et c'est à nouveau en fait lié à des cultures, lié en fait à des pratiques qui sont non seulement des pratiques d'accompagnement, mais c'est aussi des pratiques de vie. Donc là, ce que je suis en train de dire, la colonisation, c'est aussi ce côté où on fait de l'argent avec des outils qui, à la base, en fait, vivent dans des structures en fait beaucoup plus larges et pas seulement liées à j'ai un souci, je vais aller mieux et du coup, je vais utiliser cet outil-là. C'est en fait des styles de vie, c'est des liens culturels, c'est aussi des liens économiques qui appartiennent en fait à des communautés qui ne sont pas des communautés eurocentrées. Tout ça pour dire que la colonisation, c'est vraiment un système d'exploitation, mais de tout type de ressources. Je parle des ressources qui sont liées en fait à l'accompagnement. Je sais pas si c'est clair quand je dis ça comme ça. Ouais, c'est clair, ça me fait penser aux pierres. Aux pierres, bien évidemment, mais t'en as plein. L'hypnose peut aussi en fait avoir des choses comme ça. Quand il y a des trans chamaniques qui sont aujourd'hui pratiquées en fait parce que du coup on dit que c'est des explorations hypnotiques, bah, est-ce que les personnes qui utilisent le tambour ont la conscience politique derrière ça, soutiennent en fait les communautés dont sont issus ces savoirs? Moi, ça me questionne en fait énormément. Et on peut pas juste aller chercher des outils parce qu'ils ont l'air sympas et peuvent être efficaces, qui sont même surtout efficaces. On dit oui, mais du coup ils sont efficaces, il faudrait en faire profiter tout le monde. Moi j'ai envie, moi je l'adore justement, je veux. Ouais, mais du coup ça demande une démarche hyper proactive en fait et de conscientisation en fait politique. Qu'est-ce que je suis véritablement en train de faire? Je me mets au service de qui? De quoi? Quand je me forme au tambour, quoi? Comment je vais redistribuer en fait les richesses qui vont pouvoir éclore des accompagnements que je peux proposer justement en fait avec le tambour. Tu vois, et tout ça, toutes ces questions que je peux soulever là sont pas du tout en fait confortables. Et Non, souvent c'est pour ça qu'elles sont ignorées parce qu'elles sont hyper en fait inconfortables. elles sont Donc inconfortables et ouais, puis elles demandent beaucoup d'énergie pour aller chercher, se renseigner exactement, et de la dissonance exactement. cognitive à fond. Bah clairement, clairement. Et c'est vraiment pas des petits sujets parce que on peut parler de la colonisation, surtout dans l'accompagnement, c'est que dans nos lignées eurocentrées, on avait ces savoirs ancestraux-là. Mais avec l'arrivée de la médecine moderne, ces savoirs ancestraux, ils ont été vidés, et ils ont été chassés, ils ont été éliminés au profit en fait des universités, au profit en fait de parcours dans le paradigme en fait seulement scientifique. Et par conséquent, on a perdu aussi des savoirs ancestraux et donc on se sent en fait en tant qu'accompagnant et accompagnante eurocentrée, on se sent vide, on se sent sans outils, on se sent sans savoir et donc on va chercher ailleurs à se remplir et sans venir vraiment questionner de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Alors qu'à la base, on devrait tous en fait être en train de faire le deuil, en train de pleurer tous les savoirs ancestraux qu'on avait il y a encore quelques centaines d'années et qu'on a vraiment du mal à retrouver parce qu'il y a eu en fait vraiment des stratégies pensées, des stratégies vraiment structurées pour venir éliminer en fait tous les savoirs ancestraux qui étaient culturellement présents en fait sur le territoire, par exemple français, il y a encore quelques siècles. Mm. Et donc, ouais, tu parles de dissonance cognitive, c'est vraiment en fait ça. On va chercher la solution de je vais aller me former en fait dans une autre culture parce que c'est merveilleux, c'est génial en fait ce qu'ils font, c'est tellement inspirant. Oui, mais en fait, à la base, les meufs, les gars, on avait ça en fait nous aussi, quoi. Et on est surtout, enfin, malheureusement, on n'est pas en train de remettre en question ce qui s'est passé, quoi. Tu vois, ce qui s'est passé, c'est que on a été vidé de nos propres outils. Tu regardes en fait ce qui se passait en fait il y a quelques siècles en France. On avait en fait ce genre de danse, on avait ce genre de rituel, on avait ce genre en fait de réseau aussi. On avait ce genre en fait de savoir qui était présent et qu'on retrouve un petit peu, hein, qu'il y a des accompagnants qui sont dans cette démarche-là d'essayer de vraiment retrouver ça. Mais c'est très peu par rapport à des personnes qui vont se dire bah, je vais accompagner, j'adore le yoga, je vais devenir prof de yoga, quoi.
On s'interroge pas là-dessus. Bah non, pas du tout. On s'interroge très très peu des lignées. On s'interroge très peu de quand je choisis finalement cet outil de pratique, ça veut dire que je m'inscris dans quelle lignée en fait. Mm. Et est-ce que par conséquent je suis OK avec cette lignée-là? Déjà, Ouais. qu'est-ce qu'elle raconte cette lignée-là? Et aussi du coup par conséquent, est-ce qu'elle me correspond vraiment? On a peu d'esprit critique sur nos outils où ça arrive vraiment très tardivement, comme je disais en fait les crises de foi, par exemple. C'est marrant parce que pour le coup, tu vois, c'est horrible ce que je veux dire. Moi, je reste esprit critique beaucoup plus facilement sur les autres pratiques que la mienne. Oui, bah Tu oui, vois, je connais ouais. plus l'histoire des trucs New Age ou des pierres ou des constellations Hum, familiales ou des trucs comme ça hum, parce que je critique ça que l'histoire du coaching où ouais. j'ai les grandes bases, mais je vais pas aller fouiner plus que ça, quoi. C'est marrant. Alors que tu vois, dans le J'aime pas. coaching, il y a de quoi questionner beaucoup de choses. Tu as à la base qui l'a créé, pour qui, dans quel contexte socio en fait, économique. Déjà, là, quand tu commences un petit peu à creuser, tu dis, OK, ah ouais, mon outil, il est pas si clean que ça, quoi. Et Mm. en même temps, moi, je suis pas du tout une fervente à dire, on va tout jeter à la poubelle. Parce que déjà, ça met en fait en insécurité, vraiment. Même si j'ai un côté radical, il y a l'idée, en fait, on va pas jeter tous les bébés avec l'eau du bain. C'est simplement de peut-être, il est temps peut-être de déconstruire nos outils et de les reconstruire. C'est simplement ça en fait que je propose. C'est quand je parlais du yoga, je suis pas en train de dire il faut arrêter tout, on arrête le yoga. Nous en fait, habitant en France, on n'a pas le droit au yoga. C'est pas ça. Mais c'est comment en fait on va se mettre dans une démarche proactive de conscientisation de la lignée en fait de cet outil-là, de du coup de contexte socio-économique de cet outil-là, du contexte spirituel en fait de cet outil-là. Comment par conséquent je vais intégrer ça dans mes accompagnements, dans mes transmissions, dans ma manière de voir le monde, dans ma manière peut-être de créer mon activité, de redistribuer aussi les ressources que crée en fait mon activité, que ça soit des ressources de savoir ou des ressources financières. C'est ça, moi j'appelle ça cette déconstruction de reconstruction. Et c'est qu'à un moment donné, en fait, il y a besoin d'enlever nos œillères, d'enlever nos angles morts et de plonger en fait à l'intérieur pour vraiment être véritablement sécure pour soi-même et pour nous accompagner et pour le monde de l'accompagnement et le monde en fait en général. Ok, on a parlé de la décolonisation, le patriarcat. Bon, Colonialisme, patriarcat et capitalisme, c'est le trio. Tu peux jamais en fait les détacher. En fait, le ok. patriarcat, bah, c'est du coup cette hiérarchie entre les genres. Je vais relier avec le capitalisme. À un moment donné, le système en fait capitaliste, de toute manière, il a eu besoin d'une hiérarchisation des rôles et des genres pour pouvoir soutenir en fait ce mouvement économique-là. C'est obligé. Tu peux pas en fait avoir cette économie capitaliste si à un moment donné, t'es pas en train de dire qu'il y a certaines personnes en fait qui doivent rester à la maison et d'autres qui doivent surtout pas être à la maison. C'est pas possible. Et pour ça aussi, pareil, je fais le lien avec le colonialisme. Le patriarcat a été présent et le colonialisme a eu besoin du patriarcat, le patriarcat a eu besoin du colonialisme. Pareil, en fait, quand les États en fait, ont été dans cette dynamique coloniale, il y a eu aussi une dynamique patriarcale. Par exemple, en fait, t'es arrivé dans des pays avec la notion de binarité des genres, dans des cultures où la binarité des genres n'existait absolument pas. Genre féminin, genre masculin, ça ne voulait rien dire. Tu vois. Et il y a eu besoin d'imposer en fait certaines hiérarchies, cette hiérarchie, cette binarité des genres, pour pouvoir en fait soutenir en fait le colonialisme et soutenir en fait le patriarcat et le capitalisme. Tu vois, le capitalisme a eu besoin de la colonisation pour pouvoir en fait justement avoir une main d'œuvre pas chère ou peu chère, voire gratuite. Là, je parle d'esclavage, pour pouvoir en fait justement créer cet État moderne, ces États-nations et donc cette économie. C'est vraiment un trio, tu peux pas les détacher. Et aujourd'hui, en fait, tout ce qu'on voit, en fait, toute l'urgence écologique, toute l'urgence sociale et sociétale, tout ce qui se passe au niveau de la transphobie, tout ce qui se passe en fait au niveau de l'homophobie, tu as les sources au niveau de ce trio, patriarcat, colonialisme et capitalisme. Tu reviens toujours en fait au même. Toujours, 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 toujours. Et d'ailleurs, moi, je lance le challenge pour toutes les personnes qui nous écoutent. Vous allez regarder toutes les thématiques que vous avez accompagnées dernièrement dans vos cabinets. Vous mettez au défi de trouver en fait une thématique de travail qui n'est pas liée au colonialisme, qui n'est pas liée au capitalisme, qui n'est pas liée en fait au patriarcat. Moi, il n'y en a aucune. Tu reviens toujours en fait à ce système-là. Je suis en train de chercher, mais ouais, pareil. Hmm.
Comment tu travailles, du coup, tu disais tout à l'heure d'aller un petit peu plus loin que nos questions de base, de ramener la société dans le cabinet, d'arrêter de la laisser à la porte. Concrètement, si on veut commencer à travailler comme ça, c'est quel type de questions que tu vas aller poser? C'est... Alors même avant d'aller sur les questions, c'est comment tu accueilles la personne dans ton cabinet. Ouais. Euh, Clairement, tout à l'heure, j'ai pris beaucoup de temps pour me présenter parce que c'est essentiel. La personne, elle a besoin de te situer, que ce soit en fait sur un podcast ou en fait dans un accompagnement. Mhm. Donc déjà, de prendre le temps de la vraie rencontre. Et ça, moi, j'appelle ça la réhumanisation en fait de nos pratiques, de nos accompagnements et aussi par conséquent en fait de nos accompagnements. C'est de remettre en fait la rencontre au centre de l'accompagnement. Et ça se travaille. Et ça passe aussi par des autorisations. Parce que sinon, tu as vite fait de te dire, mais non, il faut que je sois neutre, il faut que je sois une page blanche, il faut que je sois en posture basse, il faut pas que j'influence. Mais en fait, t'influences t'influences tout le temps sans même le vouloir. Et à un moment donné, en fait, la personne, si elle vient me voir, c'est que quelque part, justement, elle a peut-être besoin d'être influencée par toi. Mais que ça soit dit, que ça soit vu, que ça soit reconnu et qu'elle ait la maîtrise, en fait, de ça. Mhm. Mais en gros, de toute manière, le point de départ, c'est se présenter, c'est situer son accompagnement. Donc, tout ce que je viens de faire, en fait, tout ce que j'ai fait au tout début, de prendre le temps dans nos cabinets, en fait, quand tu rencontres une personne, de dire, on va venir, là, cette première séance, elle a surtout pour objectif qu'on se rencontre. Et pour qu'on puisse se rencontrer, si vous me permettez, je vais prendre le temps de me présenter. Et donc, tu prends le temps de te présenter, tu prends le temps de parler au jeu. Et donc, tu prends le temps, en fait, aussi de véritablement poser ton cadre. Parce que tout le temps en train de parler du cadre de nos séances, du cadre de cette heure d'accompagnement. Mais moi, je parle, en fait, du cadre de la pratique et du cadre de mon espace. Et que la personne, elle puisse sentir les contours, en fait, de mon espace. Et du coup, pour ça, elle a besoin de le voir. Elle a besoin que je le dise. Et je la laisse, en fait, aussi me poser des questions. Si elle a des questions par rapport à ce que déjà, ce que je viens de dire dans mes présentations. Et t'imagines déjà tous les messages clés qui peuvent, je sais pas, prenez le temps, faites pause et réécoutez tout ce que j'ai dit en fait au début. Tu te rends compte tous les messages clés que j'ai fait passer rien qu'en me présentant, Mhm. tu vois? Et bien évidemment, moi, par exemple, ma présentation n'est pas exactement la même selon les personnes que j'ai en face de moi. Par exemple, si j'ai une personne racisée en face de moi, je suis une personne blanche, je vais peut-être rajouter en fait certains éléments pour vraiment qu'elle sente que j'assume que je suis une personne blanche, que ce n'est pas silencieux, que je veux surtout pas en fait lui faire croire que ça n'aura pas d'incidence en fait dans l'accompagnement. Bien évidemment que si, parce que c'est une personne racisée en fait que j'ai en face de moi et que moi je suis une accompagnante blanche. Donc pour éviter de reproduire en fait toute dynamique de pouvoir et toute hiérarchisation en fait sociale et sociétale et donc de participer aux oppressions systémiques, il faut que je puisse en fait nommer que j'ai des biais parce que je suis une personne blanche et que je lui redonne encore plus en fait de pouvoir d'empuissancement dans l'accompagnement, en lui disant si à un moment donné où je dis un truc qui sonne pas juste, qui est pas ouf et qui est clairement en fait raciste, que je me le rende compte ou que je m'en rends compte pas, on en parle. Vous m'interrompez. On en parle. On fait pas genre en fait c'est pas grave. La personne elle n'a pas besoin de surcompenser en fait, mes biais. Là, je veux que la personne elle puisse enlever au maximum les masques que la société lui impose, parce que là, elle a besoin d'aide. Aussi, il y a un autre truc, c'est que je montre aussi à la personne que je me suis auto-éduquée. Et ce n'est pas en fait aux personnes qui m'accompagnent qui vont faire mon éducation. Et parfois, il y a beaucoup de candeur c'est joli en fait quand quelqu'un dit mais moi je suis ok, je peux dire des bêtises mais la personne elle m'apprend, n'hésitez pas en fait à m'apprendre. Et moi j'ai adoré cet échange. La personne elle m'a raconté le dernier livre qu'elle avait lu et c'était génial. J'ai adoré, j'ai appris plein de trucs en fait avec cette séance, avec cette accompagnée-là. Non mais what the fuck? C'est Ça, je clairement en pense fait. que c'est quand t'es pas passé en client et que tu as dû éduquer ton psy, c'est Ah insupportable en ouais, fait. De prendre c'est ce temps en insupportable. séance, tu te dis, mais je perds mon temps avec quelqu'un qui Mais oui, comprend pas de toute façon de quoi je lui parle. exactement. Donc, déjà, se présenter, c'est aussi assumer qui on est pleinement. Et du coup, c'est aussi assumer en fait ses limites. C'est-à-dire que plus je prends le temps de me présenter, plus la personne, elle va voir les contours de qui je suis, elle va voir les contours de ma pratique. Et elle va vite savoir en fait si je suis la bonne personne ou pas pour l'accompagner. Et moi, je le dis tout le temps. Je dis première séance, double objectif, on apprend vraiment à faire connaissance. Et à deuxième objectif, c'est à la fin, en fait, je vais vous demander votre consentement. Est-ce que vous êtes OK pour que je vous accompagne? Et moi aussi, je vais vous dire si je suis OK pour vous accompagner. Moi, il y a double consentement. Il y a mon consentement aussi de mon côté. Et là, si à un moment donné, moi, j'ai le moindre doute de est-ce que je suis câblée pour, est-ce que j'ai pas trop de biais, est-ce que le feeling passe et est-ce que la personne aussi, elle me dit si elle, en fait, ça passe, si elle sent en fait que en fait, je suis sécure,
pour elles. C'est en fait tout ça, ce que je suis en train de dire, c'est parler de sécurité, d'être vraiment en fait dans des vrais espaces de sécurité. Et souvent, on nous transmet que des espaces sécures, c'est des espaces neutres. De facto, on a l'impression que c'est efficace. On peut dire, bah oui, plus je suis dans une page blanche, plus je suis neutre, plus je suis sécure, puisque je m'enlève de l'accompagnement. Donc, je ne vais pas pouvoir induire, je ne vais pas pouvoir en fait influencer, puisque je m'enlève de l'accompagnement. Alors déjà, est-ce que c'est possible? Je sais pas toi, Anna, si tu as une... Moi, je te vois faire non avec la tête. Ah oui, ça m'insupporte en plus parce que si tu méconnais toi ce que tu renvoies, bah, c'est là que tu le renvoies le plus et du coup tu connais pas l'impact qu'il y a dessus. Exactement. Donc pour moi, c'est se neutraliser. On pense que se neutraliser, ça va rendre l'espace sécure, alors qu'en fait, ça le rend insécure de fou, de fou, de fou. Et les personnes le sentent. Et donc, si elles ne disent rien, ou si elles le sentent consciemment, inconsciemment, de toute manière, elles vont devoir faire un job de surcompensation. Et en fait, c'est fatigant. Et du coup, on perd du temps et de l'énergie, là où on pourrait vraiment en mettre, là, au service de la personne et au niveau des problématiques pour lesquelles qui sont les plus justes, en fait, pour elle. Donc voilà, le premier truc, c'est réhumaniser en fait nos accompagnements et par conséquent en fait nous réhumaniser nous. En fait, nous sommes des êtres humains blindés de biais, de par en fait notre existence sur Terre, de par notre existence dans ces systèmes-là qu'on a nommés tout à l'heure, et de par le fait aussi du fonctionnement de notre cerveau de base aussi, et que quand bien même on serait dans une volonté vraiment d'être neutre, 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 c'est impossible. On a un minimum en fait 250 biais cognitifs aujourd'hui connus. Comment tu veux en fait tous pouvoir les neutraliser à chaque fois que tu poses une question, que tu accueilles en fait quelqu'un, c'est pas possible. Donc il faut remettre en fait notre humanité au cœur de notre accompagnement. Et ça en fait, ça permet aussi en fait, de réhumaniser les personnes qu'on accompagne et de les voir en fait dans toute leur humanité. Et aussi de nous laisser voir en fait en tant que personne humaine. Ça aussi, ça fait partie de l'accompagnement. Et là, souvent, moi, ce que je dis, c'est qu'on arrête de faire l'accompagnant ou l'accompagnante, on est. On est accompagnant et accompagnante. On se remet dans cette humanité-là. Ça, vraiment, c'est quand même tout ce que je peux dire. On a l'impression que c'est abstrait, mais prenez le temps. Prenez le temps de voir comment, en fait, concrètement, ça peut résonner. Prenez le temps vraiment de bosser vos présentations. Prenez le temps de bosser vraiment vos présentations avec vos messages clés, avec votre cadre, avec qui vous êtes. Prenez le temps, du coup, de l'assumer quand vous regardez droit dans les yeux de quelqu'un et que vous lui présentez, en fait, tout ça. Observez, en fait, déjà ce que ça lui fait, ce que ça crée. Prenez le temps en fait d'accompagner aussi déjà ce que ça lui fait, ce que ça crée, de prendre le temps d'écouter, de prendre le temps d'échanger là-dessus. Il se passe déjà en fait 45 000 trucs dès la première séance. Et on pourrait croire que c'est juste une séance de présentation pour faire connaissance. Bah, non. C'est tellement puissant. On fait tellement peu en fait dans nos vies. Ça, c'est là aussi où moi qui suis quand même voilà, formée à l'hypnose, c'est clairement hypnotique. C'est dans ton être hypnotique. Quand tu es arrivé à un stade où tu arrives à poser qui tu es en fait en séance et que la personne, du coup, elle sent ton humanité, il se passe plein de trucs en fait en elle, quoi. Et après que tu lui passes le micro, maintenant c'est à votre tour, racontez-moi. Elle te dit pas les mêmes trucs que si t'avais pas pris le temps en fait de te présenter. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc déjà, ça c'est énorme, tu vois, ça c'est énorme. Après, toujours cette idée de prendre conscience en fait et de s'éduquer sur voilà, c'est vraiment pour moi aussi l'enjeu, c'est là les accompagnants et les accompagnantes, il est urgent en fait d'avoir des prises de conscience et de s'éduquer concernant les enjeux sociaux, les oppressions systémiques, les oppressions structurelles. Voilà, ça c'est pas à nos accompagnants en fait de nous éduquer là-dessus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aussi reconnaître en fait que le bien-être il est lié en fait à des conditions sociales et sociétales et que par conséquent on a un rôle à jouer là-dessus, de pouvoir conscientiser ça auprès de nos accompagnés, de pouvoir en fait aider nos accompagnés aussi à prendre position par rapport à leur place dans le système. C'est se former sur des questions de justice sociale, de pouvoir, de privilèges, et c'est aussi en fait d'identifier soi-même ses biais quoi, et ses privilèges, et d'intégrer, tu vois, des outils aussi psychopédagogiques par rapport à tout ça. Des outils en fait, en tout cas avec des perspectives sociopolitiques. Là, ce qui peut venir, tu vois, si tu es en lien avec des personnes, il y a des choses toutes bêtes, hein, mais la roue des privilèges. Tu vois, toi-même de le faire pour toi, mais aussi de le présenter, d'avoir vraiment une roue des privilèges imprimée en fait en session et dire, vous savez quoi, je vais vous donner cet outil-là, on va voir comment ça résonne pour vous. Et on va voir comment on peut le mettre en lumière, peut-être avec des thématiques qu'on vient d'aborder et des problématiques que vous venez en fait de nommer. Une personne en fait racisée, une personne sexisée, une personne en fait homosexuelle, une personne en fait qui est transgenre, une personne en fait qui socialement, sur l'échelle sociale, est vraiment vulnérable, a très peu de revenus. Tu vas pas du tout aborder les mêmes questions que si c'était une personne en fait privilégiée, blanche, tu vois, qui était propriétaire. Ça ne fonctionne pas pareil. Donc
par exemple, d'amener en fait une roue des privilèges en séance et de lui présenter ça, tu peux donc par conséquent peut-être choper des informations importantes, des leviers en fait donc de changement que tu n'aurais pas pu voir en fait auparavant. Ça peut aussi faire remonter des souvenirs qui vont être des souvenirs, quand je parlais de jalons, pivots. Il va avoir peut-être besoin en fait de les retravailler ou au moins en fait de discuter. Ah, il y a tellement de choses à faire, tellement, tellement. Enfin, déjà d'être et puis ensuite en fait de venir avec du faire. Mais de toute façon, comme je te disais, je suis en train de travailler sur une formation bien-être et politique. Donc il y a plein de possibilités. Tout ça, tu vois, pour revenir sur la question justement du questionnement, tu vas pas du tout rebondir en fait sur les mêmes phrases. Tu vas pas du tout rebondir même sur les mêmes intonations. Tu vas pas du tout rebondir sur les mêmes souvenirs. Tu vas pas du tout chercher en fait les mêmes choses. Tu vois. Souvent, on propose aux personnes la question, mais comment vous avez appris ça? Comment vous avez appris, par exemple, que tel truc était en lien en fait avec tel truc? Comment vous avez appris que tel truc en fait était problématique? Comment vous avez appris que tel truc en fait c'était honteux? Donc moi, je vais bien sûr écouter la réponse par rapport à peut-être une expérience en fait individuelle, et je vais souvent parfois poser peut-être des questions. Par exemple aussi, à votre avis, qu'est-ce que ça raconte de notre société que vous ayez vécu telle situation? Personne ne pose cette question-là à la personne, tu vois. Et puis c'est aussi peut-être de faire des liens. Tu vois, quand il y a une personne, elle dit oui, mais tu vois, moi, ce que je suis en train de vivre, c'est rien. Alors que c'est rien, tu vois, déjà entre guillemets, tu vois, personne avec des violences plus dans sa vie. Mais tu vois, moi, c'est rien, en fait, quand je regarde d'autres personnes qui vivent ça. Eh, quand tu es formé, en fait, justement, à la justice sociale et quand tu es formé aux discriminations et aux inégalités de genre ou aux discriminations raciales ou discriminalité, le système d'oppression, tu te dis non, mais en fait, ça, à nouveau, c'est la même lignée, c'est le même cerbère, en fait. Ce que les personnes vivent et que vous dites en fait que ça c'est plus grave par rapport à vous, vous êtes en fait dans la même dynamique de pouvoir. Et du coup, ça permet aussi de remettre du lien même entre les gens. Et tu sors de la hiérarchie en fait aussi des souffrances. Ça, c'est en puissance en fait aussi. Voilà, c'est quelques exemples, mais il y a plein de choses à proposer. Plein, plein, plein. La question avocat du diable. Est-ce qu'il y a des limites au fait de remettre du politique dans le bien-être? Par exemple, est-ce qu'à un moment, on ne va pas aller suggérer que la personne est victime d'une oppression alors qu'elle ne se sent pas victime de cette oppression? Est-ce que ça pourrait être une suggestion qu'on fait et que du coup, elle va prendre ça et se dire, bon, bah voilà, je peux pas avoir d'effet là-dessus parce que c'est trop gros pour moi, c'est sociétal, moi, je pourrais pas changer ça. Est-ce que ça peut arriver, des choses comme ça, ou c'est plus une peur qu'on peut avoir quand on commence à travailler comme ça? Je pense que c'est plus une peur. Alors, de toute manière, moi, il y a toujours cette idée je suis dans une relation en fait horizontale. Donc, de toute manière, à chaque moment, quand je dis quelque chose, je dis si ça vous parle pas, ça vous parle pas et c'est poubelle. Je vais pas être entêtée à dire mais si c'est ça en fait qui vous arrive, quoi. Non, non, si la personne ça lui parle pas, ça lui parle pas, quoi. Mais généralement, de toute manière, ça parle aux gens et ça les soulage. Et au lieu de, moi là, j'ai rarement eu, je veux pas dire quasiment pas, parce que sur ma mémoire me fait défaut, mais j'ai rarement eu des personnes qui m'ont dit ah ben du coup en fait je peux rien faire et ma vie en fait est foutue. Jamais. Franchement, ça. Au contraire, j'ai eu des respirations, du coup c'est valide ce que je suis en train de dire. Tu vois, le mot, la phrase qui est souvent dite, la vraie phrase qui est souvent dite, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est valide. La vraie phrase qui est souvent prononcée, c'est du coup, je suis pas folle. Mm. Alors, je la dis pas, moi, parce que ça, du coup, souvent, pour moi, c'est une phrase qui montre en fait notre société qui est psychophobe. Tu vois. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est valide. Il y a quelqu'un qui reconnaît que en fait, mes émotions, ma perception de ce qui s'est passé, je suis pas simplement en fait de m'imaginer des choses, d'inventer des choses, et que mon vécu en fait est réel, est tangible et valide. Et donc ça, c'est une reconnaissance en fait absolue. Et souvent, dans les premières séances, c'est énormément de soulagement. C'est ok, c'est pas de ma faute, tu vois. Ou en tout cas, s'il y a des choses qui viennent de moi, j'arrive mieux à les identifier. Et par conséquent, je peux mieux en fait identifier ce que je veux par rapport à ça. C'est ça en fait qui se passe avant tout. Déjà là, en fait, la remise en mouvement. Avant même de partir dans des explorations, des recadrages, des régressions, des futurisations, je sais pas quoi, vraiment déjà de déblayer le terrain et que la personne elle puisse en fait vraiment voir que en fait ce qu'elle dit c'est tangible et que elle fait partie en fait d'un système qui est beaucoup plus grand qu'elle, certes,
mais que du coup, en fait, elle voit que c'est plus grand qu'elle, mais par conséquent, en fait, elle se dit, mais du coup, c'est pas moi, en fait, qui mal fonctionne. C'est qu'il y a justement une dynamique beaucoup plus grande que moi qui est mal fonctionnante. Mm. Et que ça aussi, par conséquent, ça peut amener, en fait, tu vois, tu parlais de limites, c'est intéressant parce que pour moi, il y a une limite, en fait, à l'accompagnement, dans le sens où on va pouvoir faire certaines choses, en fait, en séance. Mais moi aussi, en fait, ce que je propose, c'est d'imaginer qu'il y a un job en dehors des séances. Et qu'il y a aussi un job, en fait, collectif, parce qu'il y a une limite aussi à l'accompagnement individuel. Que parfois, il y a même besoin, en fait, pour certaines thématiques, de passer, en fait, à un accompagnement collectif. Et que, après, même en dehors de l'accompagnement collectif, il y a besoin aussi de rejoindre en fait certains collectifs tout court. Et peut-être de remettre une forme de militance dans son quotidien. Alors quand je dis de militance, c'est pas forcément de prendre une carte d'un parti politique ou d'aller en fait dans un groupe militant et de commencer à militer, à manifester. Non, pour moi, il y a la militance en fait dans le quotidien qui peut en fait se faire de plein de manières différentes. Et déjà, en fait, c'est de se dire que on n'est qu'un passage pour que la personne, peut-être à un moment donné, remette en question son statu quo, en fait. Oui, il y a des limites. Dans le sens où, à un moment donné, en fait, en one-to-one et dans un espace sécure, à un moment donné, on est allé au bout de ce qui était en fait faisable et que ça n'a, de poursuivre, en fait, ça n'a plus lieu d'être. Là, la personne, elle a besoin, en fait, d'aller dans le quotidien, d'aller, en fait, au contact de peut-être de certains systèmes et de pouvoir, en fait, prendre sa place. Et elle aussi, peut-être s'interroger concernant son rôle social et à l'impact qu'elle veut avoir dans sa vie et à l'impact qu'elle veut avoir dans le monde. Mm. C'est hyper intéressant parce que souvent on a tendance à dire que nos limites, ça va être nos limites d'accompagnant, technique, ou que transfert d'un truc qui vient toucher chez nous, machin, et qu'il faut aller voir un autre accompagnant qui a cette technique-là ou qui est meilleur Mm, là-dedans, ou plus de connaissances mm. là-dedans. Et toi, encore une fois, tu réouvres sur autre chose, c'est-à-dire que la limite, c'est plus, même si j'entends que ça peut aussi être l'accompagnant, mais ça peut aussi être juste l'accompagnement one-to-one Mm. et sortir de ça et rentrer dans une action différente, quoi. Exactement. Ou dans du groupe, ou dans Exactement. un vrai impact dans le militantisme. Bah, surtout, en fait, quand les problématiques, elles sont liées à des vécus qui se sont faits en collectif. C'est rare quand même les problématiques qui sont liées que, en fait, dans un vécu individuel, à nouveau. Donc, ça peut être intéressant d'aller chercher aussi à aller chercher des espaces de remise en mouvement, de libération, de guérison, en fait, des espaces collectifs qui sont en lien avec là où on a eu, en fait, ce vécu, en fait, difficile, voire traumatique. D'où le fait qu'aujourd'hui, dans mes accompagnements, il y a de l'individuel et il y a du collectif. Je ne pourrais Oui, pas que être en fait faire que de un accompagnement individuel avec les valeurs que j'ai aujourd'hui et la perspective dans la lignée dans laquelle je m'inscris en fait aujourd'hui. C'est impossible pour moi que de rester en fait seulement sur l'individuel. Ça n'a pas de sens. et du coup, c'est aussi Euh, pour ça que tu as fait le collectif d'entraide et de soutien oui, pour les exactement. accompagnantes. Exactement. C'est souvent, là, surtout ces dernières années, un peu moins là. Les gens, le monde de l'entrepreneuriat est un petit peu en train de freiner en fait sur cette thématique-là, mais il y a quelques années, je pense que tu l'as vu, on disait, ouais, si tu veux scaler ton business, il faut qu'à un moment donné, tu passes de l'individuel au collectif et que le collectif, du coup, tu vas gagner plus d'argent, ça va moins te prendre de temps, moins d'énergie, c'est mieux pour ton business. En fait, bon, là, déjà, t'entends capitalisme. Bref, tout ça, tout ça. Et et donc, moi, c'est ce que je dis aux personnes, si je passe en fait au collectif, c'est pas du tout dans cette perspective-là de scalabilité en fait de mon business. Pour les personnes qui connaissent pas ce nom de scalable, c'est vraiment ce côté en fait où on dit que ton activité, elle va pouvoir grandir et elle va pouvoir en fait être dans une forme de croissance continue. Et donc que tu vas pouvoir te détacher finalement de ton entreprise et que finalement ton entreprise va travailler en fait quasiment pour toi-même, quoi. Voilà, en très gros, quoi. Mm. Et moi, si je passe au collectif, si à un moment donné j'ai eu cette transition-là, c'est pas du tout dans ce paradigme-là, c'est pas du tout dans le paradigme capitaliste, c'est au contraire dans un paradigme de libération en fait collective. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, en séance individuelle, j'ai des limites. Parce que j'ai besoin que les personnes soient dans une reliance, soient dans une forme d'autonomie dans l'interdépendance, se rencontrent ensemble sur des thématiques en fait communes, sur des vécus en fait, communs, de partager aussi les savoirs que les personnes ont pu déployer en elles-mêmes et de les partager, parce que parfois en fait il y a des techniques d'auto-accompagnement ou même de connaissances sur des sujets que moi j'ai pas et que par contre des personnes qui sont spécialistes de leur vécu vont pouvoir transmettre à d'autres personnes qui vivent la même chose. En fait, il y a besoin de créer ces espaces-là. Et les accompagnants et les accompagnantes ont un rôle à jouer. C'est pas, à nouveau, on ne peut pas laisser que ça, en fait, à les personnes. Débrouillez-vous entre vous. Non, justement, les accompagnants et les accompagnantes peuvent avoir un rôle social, sécure, pour pouvoir organiser justement tous ces espaces-là et pouvoir peut-être en fait les guider
créer justement, voir les liens qui sont faisables, apporter en fait, une couleur, apporter en fait des perspectives, organiser finalement ces vécus-là pour qu'en fait il puisse y avoir justement des remises en mouvement individuelles et collectives qui puissent se faire, quoi. On pense pas du tout, comme tu le dis, au groupe comme dans ce sens-là, je trouve. En tout Mais cas, oui, dans ce que moi j'entends. C'est pas le. On va être dans de l'atelier de groupe, dans des choses comme ça, oui, mais pas dans qu'est-ce que ça peut apporter à l'individu finalement de repasser dans le groupe. Et c'est vrai que c'est une bien sûr. étape pour C'est une recréer étape aussi de la énorme, confiance ailleurs, pour. énorme. Mais tu te rends compte, en fait, je pense que ça t'est déjà arrivé d'accompagner des personnes qui avaient une problématique avec le regard, sur le regard des autres. Oui. À un moment donné, en fait, il y a des limites à faire ce travail-là en séance individuelle. Logique. Ça n'a plus de sens. En fait, au bout d'un Oui. moment, je veux bien au début, d'accord, mais à un moment donné, en fait, ça n'a plus de sens. À un moment donné, il faut assumer de dire, là, en fait, ça va s'arrêter entre nous et si vous, enfin, dans ce dispositif-là, et on va peut-être créer un autre dispositif. Il faut être préparé, en fait, à ça, il faut le proposer. Il faut aussi montrer qu'il y a cette perspective-là qui est importante parce que nos accompagnés, si nous-mêmes, on est aveugles à ça, imagine nos accompagnés. Ils ne savent même pas, en fait, que ça serait nécessaire de repasser, en fait, par le groupe Mhm. et que ça existe et que c'est pertinent. Donc, il y a besoin en fait, aussi d'être prêt et prête à proposer ce genre en fait, de dispositif-là, de cadre-là. Donc, ouais, par exemple, le regard des autres, enfin, laisse tomber. Moi, je trouve que c'est un non-sens en fait, de le travailler trop longtemps en individuel. Tu vas presque renforcer le pattern de ne pas se confronter à un Exactement. truc et de rester avec ton propre regard qui est souvent pas hyper Exactement. ouf sur toi-même. Et quand je suis en train de dire de le travailler en groupe, c'est pas forcément, après chacun son style, mais c'est pas forcément individuellement, on va passer devant le groupe et on va dire Ouais. je suis là, j'existe, ça peut, mais c'est aussi peut-être de parler ensemble, de déjà rien que de Mhm. parler ensemble, de à quel point en fait ça nous fait souffrir ce regard des autres. Déjà là, il y a de la remise en mouvement, déjà énorme, quoi. Après, tu pourras faire des explorations, des exercices, des choses comme ça si tu veux, mais déjà que les personnes se voient, se reconnaissent, se sentent pas seules en fait par rapport à cette thématique-là, de voir que tiens, moi, ma problématique de regard des autres, elle s'exprime de cette manière-là. Ah ouais, toi c'est ça, ah moi c'est pas du tout ça, moi c'est plutôt ça. Ah d'accord, ok. Bah, du coup, qu'est-ce qui fait que moi ça s'exprime en fait de cette manière-là et qu'est-ce qui fait que toi ça s'exprime de cette manière-là? Et donc à nouveau, ça permet en fait d'avoir de la finesse, de la justesse et donc de l'efficacité en fait derrière, quoi. Mais j'ai pris le regard des autres parce que c'est le plus évident, mais il y a tellement en fait d'autres thématiques où ça n'a aucun C'est sens toutes de les travailler sur relations l'individuel. après. Bah Ça va être oui, tout le bah, oui, relationnel, exactement, l'émotionnel, enfin, il y a énormément de exactement. choses qui jouent. Tu ne vis pas tout seul dans ta montagne. Exactement, tu n'es pas sur une île déserte. Et sauf que Ouais. souvent, nos cabinets sont vus, et je comprends, mais sont vus comme, voilà, moi je suis un peu l'espace à côté de la société où les personnes vont pouvoir venir. Oui, mais non, en fait, ton cabinet fait partie aussi de la société, quoi. Mm. C'est évident, c'est évident. Même la relation, en fait, accompagnant-accompagné, de facto, elle est blindée de trucs en fait qui ont besoin d'être débunkés pour que la relation puisse vraiment être sécure, quoi. En tout cas, les espaces collectifs, c'est hyper important de commencer en fait à les voir de cette manière-là. Et ça peut être sous forme d'atelier, mais ça peut être aussi des formes de cycles, tu vois. Mm. Ça peut être des trucs beaucoup plus longs. Ça peut être des groupes fermés ou des groupes ouverts. Ça peut être des groupes de parole. Moi, j'anime en fait régulièrement des groupes de parole. Et je suis tellement fière en fait de mes accompagnés qui viennent en séance individuelle et qui, quand au début je leur parle en fait des groupes de parole, ils me disent non mais jamais je pourrais y aller, jamais j'oserais parler en fait de ça en fait devant quelqu'un d'autre que vous. Et quand je vois qu'il y a à un moment donné en fait je les vois inscrits ou inscrites à un groupe de parole, je me dis allez c'est bon, il y a une Mm. étape qui a été franchie là. Et quand je les vois prendre la parole et poser en fait certains messages clés devant d'autres personnes, c'est merveilleux. C'est passionnant. On n'a pas assez de temps, Elsa, on va faire d'autres podcasts. T'es obligée, parce qu'il y a trop de sujets qui te donnent envie d'approfondir. Comme ça fait un peu plus d'une heure qu'on y est, je te propose qu'on commence à clôturer, que tu nous parles de ce que tu fais. On en a parlé rapidement sur le Oui, collectif d'entraide et de soutien, mais tu me disais que tu avais trois grands piliers dans oui, l'accompagnement des accompagnants, en tout cas, voilà. déjà. Et comme on s'adresse à des accompagnants, on va parler de ça. Très bien. Donc déjà, ta formation bien-être et politique qui va arriver. Quand? Voilà, bah, là j'aimerais bien septembre, quoi. Là j'ai prévu là, ce tout printemps, là j'ai commencé.
Mais là, je sens que c'est de plus en plus urgent parce qu'il y a des livres qui sont sur ces sujets-là. Ouais. Vraiment, ce que je dis, c'est étudié depuis des dizaines d'années, hein. Sauf que Oui, c'est t'avais mis invité de côté. quelqu'un sur Il y politiser le a, bien-être. ouais, il y a Camille Test que vous pouvez écouter sur mon podcast accompagnante. Donc l'épisode, ça s'appelle Repolitiser le bien-être. Ça, je fais juste une petite parenthèse. Souvent, on parle de politiser le bien-être. Moi, j'ai envie de dire de repolitiser le bien-être. En fait, le bien-être, à la base, il est politique. Parce que tout est politique. L'intime est politique. Tout est politique. Tout est lié, en fait, à des systèmes beaucoup plus grands que nous. Et à nouveau, on n'est pas des êtres humains juste sur une île déserte, on est des êtres sociaux. Dans notre humanité, en fait, on est des êtres sociaux. Donc, en fait, de base, on est des êtres même politiques. Si je peux aller en fait jusqu'au bout de ça. Donc, Camille Test, elle en parle très bien et elle a écrit un livre qui s'appelle Politiser le bien-être. Il y a aussi Selma Sardouk sur un épisode en fait consacré en fait au travail de Selma Sardouk, qui est du coup aussi créatrice de l'espace à pile rouge. Et il y a Anne Favier. Voilà, si vous avez déjà envie d'avancer sur ce sujet-là, écoutez Anne Favier, Selma Sardouk et Camille Test. Elles en parlent très 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 bien. Et donc, il y a cette formation que j'ai envie de proposer, donc bien-être et politique, et parce qu'il y a des livres en fait qui existent, mais là, je sens qu'il y a besoin de mettre ça dans la matière, quoi. Il y a besoin de créer en fait des écoles d'accompagnement qui sont en fait en lien avec cette thématique-là, quoi. Qu'on réapprenne en fait à accompagner dans cette dynamique qui est présente, qu'on le veuille ou non. Arrête de croire qu'on est neutre et de croire que ben non, moi tout ça, ça me parle pas trop, c'est un peu trop radical, c'est trop engagé. Ben, en fait, c'est pas neutre. C'est faux en fait de dire que c'est neutre et que en gros, moi je suis trop radicale. En fait, c'est déjà un parti pris de dire non, ça, je vais pas me mettre mes mains dedans parce que voilà, too much, ça me concerne pas ou je trouve pas ça très pertinent, voilà. Non, non, ça déjà en fait, ça raconte quelque chose. Ça raconte en fait quelque chose de l'accompagnant, de l'accompagnante qui dit ça, et ça raconte en fait aussi de notre système en fait d'accompagnement. C'est déjà en fait un parti pris. Donc, besoin de structurer une formation qui reprenne en fait la base. Donc, par conséquent, comment on fait? Donc ça, c'est pour les accompagnants et les accompagnantes, et ça sera en septembre. Deuxième gros pilier de ce que je propose, ça c'est déjà en place depuis 2022, c'est cette idée qu'il y a besoin en fait de réhumaniser nos pratiques d'accompagnement. Il y a besoin en fait qu'on se réhumanise en tant qu'accompagnant, accompagnante. On a besoin de réhumaniser nos accompagnés. Donc pour faire ça, en fait, il y a besoin de se dire que notre premier outil, c'est nous. C'est ça la base. Notre premier outil, c'est nous. Mais on ne le travaille jamais. On ne le travaille jamais. Bon, c'est un peu mon côté drama queen, mais Quand c'est fait. voilà, On va aller travailler sur l'individuel, exactement comme on le fait avec les gens, en fait. Ma exactement. souffrance, ma blessure, machin, mais on travaille très peu nos cadres, ce qu'on projette, etc., nos Exactement. croyances. Nos biais, nos croyances, le chemin aussi, le Mhm. chemin en fait par lequel en fait on est passé. À nouveau, hein, je pense que les personnes en fait qui nous écoutent, moi les accompagnants et les accompagnantes, moi je dis souvent que j'accompagne des personnes qui ont une âme d'accompagnante ou d'accompagnant. Des personnes donc, qui, même bien avant même leur première certification, avaient déjà une posture d'accompagnement, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles en aient conscience ou non. Et là, je parle surtout des personnes sexisées, tu vois, parce que aussi il y a quand même le monde du care, le monde de l'accompagnement, en fait, il est quand même C'est à genré au nous. féminin, tu vois. C'est-à-dire les personnes sexisées, elles sont accompagnantes en fait depuis la maternelle, Mm. clairement, bien avant leur première certification officielle. Donc il y a besoin de retrouver ça. C'est là où se situe la couleur de l'accompagnement. Et donc pour moi en fait c'est hyper important de revenir à ce background-là, quoi. C'est vraiment c'est mon style, ma couleur. Ben, il faut que je revienne en fait à tout ça. Donc cette formation, c'est refais le plein de toi-même. C'est reconnecte-toi à toi, rassemble-toi. Donc c'est vraiment cette visée de j'ai besoin d'avoir un point de départ disponible, clair, sur qui je suis du coup, quel est mon premier outil. Et donc après, en fait, je vais pouvoir avoir ce point de départ clair disponible pour construire mes envies, pour construire en fait aussi une activité qui a des fondations solides, qui a aussi une pratique en fait qui a des fondations solides. Et donc je sais beaucoup mieux, c'est beaucoup plus évident qui je veux accompagner, qui je veux pas accompagner, qui je peux accompagner, qui je ne peux pas accompagner. Et comment je veux les accompagner, comment je veux pas les accompagner. Tu vois, tu as de facto, en fait, quand tu refais plein de toi-même, tu as de facto énormément de réponses qui arrivent. Beaucoup plus que si tu avais payé à nouveau une formation pour un énième outil. Alors certes, très bien, moi je suis pas du tout contre les outils. Mais à un moment donné, ton premier outil, c'est toi. Donc qu'est-ce que tu en fais? Ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième, c'est donc ce que tu disais par rapport au collectif. Ça, c'est très important. Et ça, il arrive fin juin.
Là, j'ai déjà des personnes qui me disent en fait qu'elles sont intéressées. Donc, c'est un collectif d'entraide et de soutien en fait pour les accompagnants et les accompagnantes engagés. Quand je dis engagés, c'est des personnes qui ont envie de mettre leurs valeurs, de mettre en fait, une forme de justice en fait, sociale, de bien-être en fait, politique au sein en fait, de leur pratique, de leur accompagnement. Quand bien même elles sont au tout début ou qu'elles ne savent pas comment faire, c'est des personnes qui sont appelées par ça, quoi, qui sentent que ça leur parle, bah, venez en fait. On se met en collectif et on s'apporte en fait, de l'entraide, du soutien et on bosse ensemble, quoi. Parfait. Je mettrai tous les liens dans la description. Est-ce que tu as une base de ressources? Tu as déjà donné des noms sur la politisation. Est-ce que tu as une base de ressources pour quelqu'un qui débuterait complètement là-dedans et qui a besoin de se renseigner, par exemple, sur, j'en sais rien, le patriarcat ou... Politiser le bien-être de Camille Test. Ouais, allez. Vraiment. Il est aux éditions Binge Audio et vraiment, les éditions font un travail phénoménal de vulgarisation, par l'exemple, une argumentation hyper claire, hyper impactante. Donc vraiment, c'est un livre qui se lit très très vite. Donc, faut pas chercher midi à 14h. Voilà, politiser le bien-être de Camille Test. Parfait. Très bien. Un dernier message? Quelque chose de très important à dire que tu n'aurais pas dit, une question que j'aurais pas posée, que tu as vraiment envie de faire passer? Bah, vraiment, cette idée de full compassion, en fait. Full compassion auprès de tous les accompagnants et les accompagnantes par rapport à peut-être les inconforts qui ont pu être ressentis durant cette écoute-là. C'est des sujets qui sont pas du tout faciles, qui sont extrêmement en fait profonds, mais justement parce qu'ils sont pas faciles et profonds, ils sont extrêmement en fait libérateurs et émancipateurs. Et pour moi en fait c'est notre job en tant qu'accompagnant et accompagnante d'aller justement sur des dynamiques en fait là, sur ces sujets-là, qui sont transformateurs, qui sont émancipateurs, parce qu'en fait tout est lié. Moi je suis vraiment dans cette croyance que plus on s'émancipe, plus on permet aux autres de s'émanciper, plus moi je m'autorise, plus j'autorise en fait les autres. Donc c'est vraiment à nous de faire le job en premier. Et donc full compassion parce que je sais que ça peut paraître inconfortable, long, difficile, et en même temps très vite. Il peut y avoir des choses en fait extraordinaires et très impuissantes qui peuvent arriver. Et c'est un travail au long cours, comme je dis au tout début. Moi j'ai eu des saisons, et là je suis encore en fait en cours de formation, je suis encore en train de réaliser certaines choses. Mais en même temps, entre-temps, quel kiff, en fait, quel kiff aujourd'hui quand j'accompagne. Quand je suis exactement moi-même, quand je dis en fait ce que j'ai à dire, quand j'ai plus besoin en fait de me torturer de comment je vais dire, poser cette question et comment je vais amener ça et tout, que tout est clair, ça simplifie énormément de choses. Et ça vraiment, moi, mon accompagnement aujourd'hui, je sens en fait à quel point il a pris aussi de l'ampleur, du rayonnement, de l'efficacité, de la durabilité aussi. Ça, c'est une notion dont on n'a pas parlé, mais c'est aussi en fait des changements qui durent. Parce que parfois, on voit en fait chez nos accompagnés des changements, mais ça ne dure pas. C'est comme si ça ne se mettait pas dans la matière, que c'était superficiel, que la personne, au moindre faux pas après, ou à la moindre difficulté, hop, il y a tout qui s'effondre en fait à nouveau. Mais c'est aussi en fait des questions. Politiser en fait sa pratique, ça permet aussi en fait de créer des changements durables. Ça c'est hyper important. Mais en tout cas, full compassion parce que je suis passée par là et c'est pas simple, mais franchement, qu'est-ce que c'est jouissif. Merci beaucoup, Elsa. Avec grand plaisir. Merci Anna pour l'invitation. Voilà pour ce podcast. Encore merci Elsa d'être intervenue et d'avoir passé bien 1h30 avec moi à m'expliquer tout ça. Vous pourrez retrouver toutes les infos dans les notes, dans la description. Si vous avez aimé le podcast, pensez à mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Ce sera super intéressant de débattre avec vous et de discuter. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Prenez soin de vous.